Bonjour et bienvenue à une toute nouvelle saison de votre bulletin de nouvelles de la Haute-Gaspésie. Très content de se revoir pour une autre saison d'information et d'actualité. Et à mes côtés, mon fidèle collaborateur qui est de retour. Souhaitez la bienvenue à M. Frédéric Deroy. Bonjour Frédéric. Hey, bonjour Dominique. Alors, passez un bel été. Oui, passé trop vite, mais on recommence après une campagne électorale, donc quelle belle façon de repartir une saison. Exactement, c'est le bonbon pour tout journaliste et affamé de politique comme tu l'es. Et cette saison électorale, cette campagne électorale, pour paraphraser le commentateur sportif Pierre Houd, alors coup de théâtre dans Gaspé, alors qu'on ne sait toujours pas, au moment où l'on se parle, qui est le nouveau député? Est-ce Alexandre Boulay du Parti libéral ou Mégane Perry-Melançon du Parti québécois? Alors, Frédéric, qui est notre nouveau député? Bien, avec ce que je lis et ce que j'entends, j'ai l'impression que ça va changer de couleur dans Gaspé. Par contre, aucune décision officielle n'a encore été prise. On devrait le savoir en début de semaine. Je ne sais pas si tu te souviens, quand on a fait la soirée électorale à Bleu FM, on donnait les résultats et ça devenait de plus en plus serré. Oui. Et à un moment donné, on a eu une nouvelle boîte d'ouverte et pouf, presque 200 voix pour Alexandre Boulay. Donc, on a vécu live l'ouverture de cette fameuse boîte 61 qu'on ne savait pas à l'époque qu'elle allait créer scandale. Exactement. Mais on est à vérifier tout ça. Donc, pour ceux qui ne savent pas, là, il y a une boîte que tous les votes ont été au libéral. Donc 194 votes, oui. C'est ça, ce qui est très peu probable, en fait. Donc, il y aura recomptage fort possiblement. Et on parle aussi peut-être des îles. Donc, les îles qui avaient été remportées par le PQ, mais avec seulement une vingtaine de voix. Donc, très serré. Donc, il pourrait y avoir échangement vers le PQ pour Gaspé, mais changement peut-être pour libéraux pour les îles. Alors, peut-être qu'il y aurait un échange 4,30 sous pour une pièce dans la région, ou peut-être que l'Est du Québec sera complètement sous le signe du PQ. Exactement. Donc, ça reste à voir. Et justement, pour remettre les auditeurs, les téléspectateurs dans le coup, si vous n'étiez pas présent à la soirée électorale, eh bien, le libéral Alexandre Boulay l'emportait avec 132 voix de majorité face à Mégane Perry-Melançon. Comme Fred le disait, c'était une soirée très, très serrée. Et c'est le lendemain de ce qu'on a eu comme information, c'est qu'un scrutateur se serait rendu compte qu'il y avait une irrégularité puisque lors de la retranscription des résultats sur le rapport officiel remis au directeur général des élections, on voyait justement 194 à 0, à 0, à 0, ce qui était un résultat fort peu probable. C'est à ce moment que l'équipe de l'exécutif du PQ dans Gaspé a contacté plusieurs électeurs provenant de cette fameuse boîte 61 qui est située dans le secteur Wakeham à Gaspé. Alors, le dépouillement se faisait à l'école Eastern Shores. C'est là que les gens allaient voter. Donc, les stratèges péquistes ont appelé les différents électeurs de ce secteur-là et plusieurs ont confirmé qu'ils avaient voté pour leur parti, donc pour le Parti québécois. Et c'est là que ça l'a déclenché justement tout le processus de demande de recomptage judiciaire, puisque selon les calculs des péquistes dans Gaspé, Mégane Perry-Melançon l'emporterait au terme de ce recomptage-là. Oui, puis c'est une décision qui est pas seulement importante pour la circonscription de Gaspé. Ça a une grande importance aussi pour le Parti québécois parce que présentement, Québec solidaire a 10 députés et forme donc la deuxième opposition officielle. Le Parti québécois présentement a 9 députés. Par contre, si Mégane l'emporte, ce serait 10 députés à 10 pour Québec solidaire et le PQ, mais comme dans le pourcentage du vote populaire, le PQ en a plus. Là, le PQ tomberait deuxième opposition officielle. Donc, d'un point de vue stratégique et temps de questions, etc., pour le PQ, ça a beaucoup d'importance que Mégane entre en scène. Donc, c'est vraiment important à suivre pour le Parti québécois, l'élection ou non de Mégane Perry-Melançon. Et on voit aussi que dans l'Est du Québec, on a une vague péquiste, comme tu le disais. Harold Lebel qui a été réélu dans Rimouski assez facilement. Pascal Bérubé avec un résultat record dans Matane-Matapédia, 70% des voix. Même chose pour Joël Arsenault qui, jusqu'à maintenant, l'a remporté aux îles. Sylvain Roy dans Bonaventure l'emporte également avec une confortable avance. Ici, c'était très serré. Comment tu expliques que le comté de Gaspé, c'était
très serré, alors que tous les autres comtés, Bonaventure, Matane-Rimouski, les péquistes l'ont emporté haut la main? C'est sûr que d'avoir une candidate qui était peu connue, contrairement, le Parti libéral a vraiment appuyé très fortement son candidat dans Gaspé, a été beaucoup présent sur le terrain et le candidat au Parti libéral a percé dans les médias, connaissait vraiment beaucoup les dossiers, en tout cas en Haute-Gaspésie, maîtrisait les dossiers. Donc, a laissé une très bonne impression, malgré que son parti, lui était c'était un boulet à ouais. traîner. L'inverse, Mégane, peut-être un peu moins connue, un peu plus discrète. Je sais qu'elle a fait beaucoup de terrain. Par contre, dans les médias, elle a un peu moins sorti, mais son parti était un peu plus dans la faveur populaire. Donc, son parti l'aidait. Donc, c'est pour ça qu'on a eu deux situations qui s'équilibraient un peu et que ça a été une chaude lutte. Si ça avait été, mettons, M. Lelièvre qui se serait représenté pour le PQ, j'ai l'impression qu'on aurait eu une marge beaucoup plus confortable. Donc, on aurait été dans le style un peu des élections des autres circonscriptions où le PQ est rentré fort. Si Gaspé retombe du côté PQ, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que comme tout l'Est du Québec va être au Parti québécois, ça crée quand même une espèce de poids politique. On a une région complète qui est derrière un parti. Malgré le fait qu'on soit dans la deuxième opposition, si Mégane rentre, la CAQ ne peut pas non plus ignorer l'Est du Québec au complet. Mm-hmm. Donc, si la CAQ veut plaire à tous les Québécois, comme M. Legault a dit dans son discours de gagnant, de victoire, qu'elle a travaillé avec tout le monde, etc., il ne pourra pas faire fi de l'Est du Québec au complet. Alors, ce serait intéressant pour le Parti québécois d'avoir au moins ce levier-là, d'avoir l'Est du Québec en son giron et d'être capable de parler pour une région complète. Mais en même temps, historiquement, on regarde des partis qui ont eu des majorités, je pense au fédéral, sous l'ère Harper, on s'entend qu'il y avait très peu de conservateurs au Québec et force est d'admettre que le Québec n'était pas souvent sur le radar du parti, contrairement aux autres provinces. C'est sûr, là, on tombe aussi beaucoup dans des différences de philosophie. Les Québécois, en général, c'est pas qu'il n'y a pas de gens plus à droite ou plus pro-pétrole au Québec, mais dans le discours général, les Québécois sont un peu moins dans ce qui a été avancé comme politique avec les conservateurs. Par contre, les conservateurs ont travaillé souvent pour essayer de laisser un peu plus de pouvoir aux provinces. Les conservateurs ont été ceux qui ont réussi à admettre que les Québécois formaient une nation, mais à l'intérieur d'un Canada uni. Mais il y avait quand même quelques petits cadeaux de temps en temps pour le Québec, mais il y avait quand même une espèce de fracture, point de vue pensée politique entre ce qu'il y avait comme pouvoir à Ottawa et la philosophie au Québec. Donc, c'est sûr qu'à un moment donné, et le Québec en général est souvent le mouton noir du Canada. Donc, à ce moment-là, l'étendue du Canada avec le nombre de façons de penser, ça devient un peu dur des fois. Mais ici au Québec, on est quand même plus rapprochés là, en termes de philosophie et en termes aussi de territoire. Donc, j'ai l'impression que M. Legault ne pourra pas ignorer carrément les demandes de l'Est du Québec. Bien, justement, si on va sur ce terrain-là, le candidat de la CAQ ici, Louis Leboutier, a quand même reçu quelques 3000 voix. Ouais. Mais il n'a pas été supporté par M. Legault, qui ne s'est pas présenté dans Gaspé ni dans Bonaventure. Il s'est arrêté à Rimouski. Il n'est pas venu supporter aucun de ses candidats dans la liste, à part Mathieu Quenum, le candidat de Matane-Matapédia, qui lui a dû se déplacer à Rimouski pour faire partie de la photo de famille de la CAQ. Alors, est-ce qu'en partant, ce n'est pas un désaveu de M. Legault, qui est le seul chef à ne pas avoir visité la Gaspésie? Moi, je ne le vois pas comme un désaveu. En campagne électorale, on essaie d'éviter le plus de scandales possible ou le plus de dérapages possible. Et comme M. Legault, dans les dernières années, n'avait jamais vraiment été, disons, très optimiste par rapport au dossier qui avait été développé en Gaspésie, si on prend la filière de l'éolien, qu'on n'a jamais entendu M. Legault vanter ce secteur-là. Au contraire. Et la cimenterie de Port-Daniel qui avait fait un peu... scandale dans les propos de M. Legault. Donc, j'ai pas l'impression que M. Legault sentait qu'il serait le bienvenu en Gaspésie et je le vois plus comme un geste stratégique en se disant je suis à peu près sûr de ne pas gagner rien en Gaspésie, alors aussi bien me concentrer où j'ai des chances.
j'ai l'impression que c'est plus stratégique que du fait qu'il veut rien savoir de nous autres. La meilleure façon d'aider son candidat était de ne pas se présenter en Gaspésie. Probablement. Et ça a été quand même difficile de trouver un candidat de la CAQ pour Gaspé. Oui, on sait qu'il y en avait plusieurs qui avaient été approchés. Aline Cormier n'a pas caché qu'il avait été approché. Simon Deschênes, Daniel Côté, même Joël Côté, la maire de Sainte-Madeleine de Rivière-Madeleine, avait aussi été approché. Donc, plusieurs personnes de qualité ont refusé. Alors, on est rendu dans des choix d'urgence, là. Alors, peut-être que M. Legault était plus ou moins aussi intéressé à venir se présenter dans le coin avec une candidature qui, finalement, a été presque... ça nous prend quelqu'un sur le bulletin de vote, sans enlever les qualités de M. Leboutillier, là, mais je veux dire, quand on est rendu un Xème choix... c'est parce que le parti a besoin de quelqu'un Et au-delà de ça, je pense que c'est symptomatique de l'impopularité de la coalition Avenir Québec dans l'Est du Québec. Ouais. Justement, si on a autant de difficultés à trouver des candidatures, et c'est la même chose dans Matane-Matapédia, on a dû parachuter un agronome de Québec. Et chapeau d'ailleurs à ce candidat-là, Mathieu Quenum, qui ne connaissait pratiquement pas la Matanie. Il s'est loué un petit 1,5 à Matane, est venu s'installer le temps de la campagne électorale, a fait campagne sur le terrain, et sais-tu quoi? Il a réussi à se faufiler au 2e rang devant la candidate libérale qui provenait de la Matanie, qui était la directrice de la SADC de Matane. C'était une candidature très intéressante pour le Parti libéral. Et oui, j'avoue, mais en entendant le candidat de la CAQ dans les débats et tout, il se débrouillait quand même plutôt bien. Donc, et voilà. Il faut dire qu'il y avait quand même l'élan de la CAQ au Québec était senti et tous les sondages donnaient la CAQ comme le parti ayant le plus de potentiel de remplacer le Parti libéral. Donc, il y avait quand même une espèce de vent dans le dos là, qui aidait tous les candidats de la CAQ en général. Et quelque chose qui a sûrement aidé M. Quenum, c'est comme c'était un candidat de race noire, il est d'originaire béninoise, et il a su nuancer justement les propos de François Legault sur l'immigration en disant non, écoutez, là, le test des valeurs puis le test de français, là, c'est un indicateur seulement. Il dit on va pas expulser des gens. Je pense que lui, personnellement, évidemment, en raison de son origine, il s'est fait poser la question souvent et a dû s'exprimer, et ça venait de son cœur. Là. Il ne voulait pas justement être associé à un parti qu'on accuse de vouloir chasser les immigrants. Là. Et on a joué beaucoup cette carte-là des autres partis pour attaquer la CAQ. Même dans les derniers jours, à la suite de la victoire de M. Legault, Marine Le Pen a félicité les Québécois d'avoir élu... Ce n'est pas le genre de félicitations qu'on veut. D'avoir élu un gouvernement anti-immigration, et M. Legault s'est éloigné de cette affirmation-là rapidement. Et M. Legault a toujours dit on va en accueillir moins, mais on va les intégrer mieux. Donc, ça n'a jamais été vraiment un parti qui était contre l'immigration, mais on l'a accusé de ça parce que c'était facile en campagne électorale d'essayer de faire mal. Un peu comme on accusait M. Couillard d'avoir dit qu'on peut nourrir une famille avec 75 $. On avait un peu coupé le restant de la phrase pour pouvoir l'attaquer avec ça. Effectivement. Ce qui était très efficace, comme c'est très efficace d'avoir attaqué la CAQ avec le fait qu'il était anti-immigration. Par contre, ça n'a pas arrêté l'élan de ce parti-là, parce qu'on voit les résultats au Québec, ils sont entrés très majoritaires. Et très rapidement, et je te poserai peut-être une dernière question avant d'aller à la pause. On s'attendait à une débandade péquiste, on l'a eu. Est-ce que tu t'attendais à une aussi grosse débandade libérale? Non. J'osais même dire jusqu'à la toute fin, avant le dévoilement des votes, là, que probablement que ça pourrait être libéral minoritaire. Donc, je ne m'attendais pas à ce que ce soit une volée électorale comme ça pour le Parti libéral. Mais avec du recul, les régions ont voté massivement, sauf l'Est du Québec, pour la CAQ. Et on se souvient de toutes les décisions contraires à ce que les régions voulaient dans le début de mandat de M. Couillard. Il y a eu la formation des groupes citoyens « Touche pas à ma région ». On a manifesté souvent, on a dénoncé souvent les coupes dans les structures, les coupes dans les budgets. Et je crois que ça a laissé ses traces, et le gouvernement n'a jamais voulu écouter les messages que les régions envoyaient. Alors, ils ont payé un peu pour leur maladresse. Et pour une des rares fois,
le Québec s'est souvenu des décisions libérales des années dernières. C'était assez flagrant. Il reste que la CAQ gouverne majoritaire avec environ 40 de 67 des électeurs qui se sont déplacés. Donc là, va falloir voir une des promesses principales des 3 partis d'opposition, sauf les libéraux, qui était la réforme du mode de scrutin. La CAQ est majoritaire, donc personne ne peut l'empêcher d'appliquer cette nouvelle façon de faire-là pour les prochaines élections. On verra s'ils ont ou pas le courage politique de le faire. Lorsqu'on est majoritaire, il n'y a plus besoin de rien changer. Laisse-moi rêver, Dominique. Et sur ces mots d'espoir retrouvés, on se dirige vers une petite pause et on vous revient avec la suite des informations à votre bulletin de nouvelles de la Haute-Gaspésie. Alexis, c'est un petit gars très actif, toujours souriant. C'est un petit garçon qui a beaucoup d'énergie, donc des jeux pour lui, c'est important pour dépenser de l'énergie. Il aime beaucoup, il y a les jeux d'eau qu'il aime, aller jouer au hockey-ball, aller faire du vélo avec les amis. Il y a le soccer aussi qu'il aime beaucoup. Alexis, c'est un garçon très enjoué, fonceur, très ordonné. Ces petites autos, il sait tout ce qu'ils sont. Tu vas lui demander telle petite auto ce qu'elle est, puis il va te le dire tout de suite. C'est vraiment remarquable, même. C'est un petit garçon qui ne veut jamais déplaire. Un jour, je voulais monter sur le tracteur à gazon. Le chauffeur m'a pas vu et les lames ont coupé ma jambe. On a appelé l'ambulance, puis on a monté, nous autres, à un hôpital le plus proche pour les soins d'Alexis, là. Ça, j'ai toujours essayé. Là, ma devise a tout le temps été « La vie doit rester le plus normale possible ». Alexis a toujours continué ses activités. Des fois, il faut adapter, mais tout peut se faire quand même. L'Association des amputés de guerre, c'est rien que du bien. Je pense que pour avoir eu ça, je sais pas si on serait rendu à ce point-là. Puis c'est les ressources humaines que tu vas chercher. Tu vois du monde comme Alexis, puis à d'autres stades. Puis ça fait du bien de les voir persister de même, puis qu'ils se débrouillent très bien dans la vie. Un accident comme celui d'Alexis, ça n'arrive pas juste aux autres. Un petit moment d'inattention et c'est fait. Il y a un message pour tous les enfants. On doit toujours rester loin des tracteurs à gazon parce que c'est dangereux. Jouez prudemment! Nous sommes de retour à votre bulletin de nouvelles de la Haute-Gaspésie, une présentation de Télévision Haute-Gaspésie. Alors Fred, peut-être que la semaine prochaine, on pourra annoncer officiellement qui d'Alexandre Boulay ou Mégane Perry-Melançon défendra la Gaspésie à l'Assemblée nationale, mais pour l'instant, le suspense reste entier. Oui. Mais pendant ce temps-là, la vie continue en Haute-Gaspésie et vendredi dernier, il y avait une assemblée générale annuelle du groupe d'action sociale et psychiatrique des Monts qui regroupe 2 sous-organismes, soit le Sentier de l'Espoir, qui est un centre d'hébergement multi-clientèle. Alors, cette assemblée-là, elle était très attendue. Comme tu le sais, et comme les gens à la maison qui suivent l'actualité le savent, ça fait maintenant 8 mois que le Sentier de l'Espoir est fermé. On avait évoqué au départ des travaux de rénovation, puis par la suite, on évoquait un manque de main-d'œuvre pour justifier pourquoi l'organisme demeurait fermé. Alors, il n'y avait toujours pas d'assemblée générale annuelle qui était au programme, alors elle devait se faire au courant de l'été. Finalement, elle a eu lieu. Et elle a répondu aux attentes des gens qui s'attendaient à une assemblée mouvementée. Les mots houleux, confusion, chaotique s'appliquent tous. J'ai rarement vu, pour ne pas dire jamais, une assemblée avec autant de débordements et autant de confusion. Alors, pour remettre en contexte, le conseil d'administration qui est principalement visé par les employés comme étant les grands responsables des déboires du centre et de la fermeture. Ils se sont présentés, il y avait une salle pleine. Le préfet Alan Cormier était sur place. Jasmine Lalonde de l'organisme La Démêlée était également présente. Il y avait Annick Lepage de Droit et recours en santé mentale qui était là. Dr Viviane Lève, psychiatre à
l'hôpital des Monts étaient là, plusieurs employés, plusieurs usagers du centre. Donc, il y avait déjà une tension à couper au couteau dès le début. Alors, on a demandé à ce qu'il y avait également, oui, l'ex-directeur par intérim, Éric Landry, qui remplaçait Katia Michaud pendant son congé. Katia était de retour, mais M. Landry était également là. Il faisait partie de la présentation à titre de conseiller au conseil d'administration. Ouais. Alors, évidemment, le tout a commencé sur une note relativement calme, mais ça n'aura duré que quelques instants, puisqu'on a demandé de nommer une présidente d'Assemblée. Alors, on a suggéré Jasmine Lalonde, qui s'était déjà mis à la défense des travailleurs. Elle a commencé à présider l'Assemblée. Rapidement, Mme Lepage de Droit et Recours a pris le contrôle de l'Assemblée à partir du public pour expliquer qu'est-ce qu'on avait le droit de faire, qu'est-ce qu'on n'avait pas le droit de faire, pour remettre en question des décisions, des règles de droit. Alors, la confusion a commencé à semer à ce moment-là. Plusieurs personnes dans la salle se sont exprimées, ont lancé des commentaires ici et là. Le président a fait son mot prévu pendant une assemblée générale dans lequel il disait que c'était bien triste, dans le fond, que l'organisme soit fermé, mais bon, que le climat avec les employés n'avait pas aidé, ce qui a évidemment déclenché des réactions. Ensuite, on a annoncé que les états financiers n'étaient pas prêts, ce qui a soulevé la colère de Mme Lepage de Droit et Recours en santé mentale. Par la suite, on a tenté, en plein milieu de l'Assemblée générale, de déposer des demandes de membership pour que des gens puissent voter pour l'élection de prochains conseillers, puisqu'il y en avait qui étaient sur des sièges sortants, dont le président. Ça a été refusé. Alors, les gens ont dit, oui, mais écoutez, nous autres, on était membres, on a été chassés comme membres par le conseil d'administration. Donc, conséquence, au final, lorsqu'on enlève les membres qui ne sont pas votants, soit les usagers, il restait environ 5 personnes dans la salle qui avaient le droit de vote et qui avaient le droit de se présenter comme conseillers. Alors, ça amenait la table à une drôle de dynamique, puisque très peu de personnes étaient présentes pour remplacer les conseillers. Et justement, on arrive à un autre coup de théâtre. Quelqu'un vient déposer une pétition, vient la lire à haute voix en plein milieu de l'Assemblée générale pour demander la démission en bloc des conseillers, 400 signataires. Alors, tout le monde se lève, on dit on démissionne en bloc. Presque tout le monde s'en va. Là, finalement, on a le directeur, M. Landry, qui vient parler aux conseillers et il leur chuchote de ce qu'on a appris par la suite. Il leur aurait dit « Allez-vous-en, mais ne démissionnez pas ». Donc, quelques personnes s'en vont, dont le président Steve Roy, qui était sur un siège sortant. Donc, lui, le sort est réglé, il ne se présente pas, il a quitté. Ensuite, il y a M. Régis Marin, qui a officiellement remis sa démission. Et il restait 3 autres membres, soit Mme Colette Vallée, Mme Pouliot et M. Loris Campion. Eux, on ne sait toujours pas leurs intentions. Ils ont quitté sans qu'on sache s'ils avaient démissionné ou non. Donc, on passe à l'élection. Donc, on propose les 3 des 5 personnes qui sont dans la salle. Ils sont suggérés pour remplacer le conseil d'administration. Les 3 refusent, évoquant des problèmes de santé, pas assez de temps ou la vieillesse, tout simplement. Donc, une seule personne, Mme Denise Perret, a été suggérée et a accepté. Donc, c'est la seule nouvelle membre du conseil qui compte maintenant, on ne sait trop combien de gens. Donc, voilà le puzzle auquel font face l'équipe du Sentier de l'Espoir, qui n'est toujours pas, évidemment, en mesure de déterminer quand pourra réouvrir le centre. Alors, voilà un topo de cette assemblée. C'est digne d'un film ou d'un épisode d'une série rocambolesque. Ça prouve seulement que ce dossier-là a été étiré beaucoup trop longtemps. Tu as fait plusieurs AGA. Dominique, tu sais que d'habitude, c'est même plutôt plate, une AGA. Oui, effectivement. Donc, pour le journaliste, ça a dû te sortir un peu de l'habitude des AGA. Très triste pour la clientèle que ça fait très longtemps que c'est fermé. Ça fait on s'enligne sur presque 1 an sans service. Et pour les employés qui étaient là, c'est difficile à vivre au quotidien, donc de ne pas savoir si on va avoir notre emploi ou pas. Donc, beaucoup de situations qui fait que, oui, ça devient explosif. Et il va falloir, tu sais, je veux dire,
si ça en est rendu là, il est sûr et certain que le CA doit se poser des questions parce qu'on ne peut pas laisser ça mijoter sur le feu aussi longtemps sans régler des choses. Donc, ils ont un peu goûté à ce qu'ils ont eux-mêmes mis en place parce que si ça avait été pris d'avance ou morceau par morceau au fur et à mesure, je pense pas qu'on aurait eu des situations explosives comme ça. C'est très dommage d'en arriver là. Et quelque chose qui était très particulier, ça a été soulevé par Jasmine Lalonde à la suite de l'Assemblée générale, c'est qu'il y a eu une longue présentation lorsqu'on a fait le bilan des activités sur la fréquentation du centre. On disait qu'on était parfois à 40 % de taux d'occupation et que ça coûtait une fortune pour nourrir les gens qui devaient se rendre au centre. On a aussi mis beaucoup d'emphase sur le fait qu'il y avait plusieurs patients ou clients qui provenaient de l'extérieur de la Haute-Gaspésie. Donc, il y a eu une espèce de discours qui a fait sourciller Mme Lalonde qui se demandait quel est le véritable intérêt de mentionner toutes ces statistiques négatives-là dans un bilan qui, d'habitude, se veut positif. Donc, il y avait lieu de se poser des questions sur où on voulait en venir. Comme si on voulait proposer une fermeture du centre, quelque chose du genre. Peut-être, exactement. Mais est-ce que les statistiques qu'on donnait étaient vraies ou ça pouvait être contredit par d'autres chiffres? Ou je sais pas, il me semble que on n'entendait pas parler que ce centre-là était problématique avant. Ça sort d'où un peu, ça? Bien, c'est sûr que c'est difficile d'expliquer comment les coûts liés à la nourriture. Écoutez, c'est... Surtout qu'on n'avait aucun état financier Non, exactement. Mais pour ce qui est du taux d'occupation, c'est vrai, mais encore là, ça dépend des périodes. Il y a des périodes où c'était beaucoup plus achalandé, d'autres périodes où ça l'était moins. Ça dépend de la demande. Mais quelque chose qui est important à souligner dans toute cette histoire-là, c'est que, et ça, je crois que c'est Dr Lev qui en a fait mention, si un centre avec la population qu'on a ici en Haute-Gaspésie, qui a énormément de besoins au niveau psychologique et social, c'est incompréhensible que ce centre-là n'opère pas à 100% de sa capacité. Ouais. Donc, est-ce qu'il y aurait des lacunes au niveau de la promotion, si on veut, au niveau de la connaissance du centre? Moi, personnellement, je suis arrivé en poste en 2011. J'ai fait un article sur le Sentier de l'Espoir en 2012. Et jusqu'à aujourd'hui, j'en avais jamais entendu parler d'une autre façon que ce soit. Donc, tandis qu'on regarde un centre comme le centre Louise-Amélie, par contre, tout le monde sait c'est quoi, tout le monde sait c'est où, et tout le monde sait à quoi ils servent. Donc, ouais. C'est sûr qu'on parle d'un organisme aussi qui fait des activités de financement chaque année. Donc, fait partie un peu de la tradition dans les médias. On entend souvent parler. Par rapport au centre, ils se sont fait plus discrets. Mais pour qu'une psychiatre, qu'un médecin, là, je veux dire, se présente et pose des questions, il veut avoir des... Tu sais, on est rendu loin quand même dans l'espèce de dérapage de ce centre-là, parce que c'est rare qu'on entend autant d'intervenants vouloir des réponses et questionner le CA en place. Et Dr Lev déplorait que lorsque le sentier a fermé, l'hôpital n'a pas été mis au courant. Et c'est le département psychiatrique de l'Hôpital des Monts qui est l'un des premiers à référer des patients au Sentier de l'Espoir. On parle d'une clientèle qui est principalement basée sur des gens itinérants, des gens ayant des problèmes au niveau mental. Ça peut être aussi des dépressions, des problèmes de toxicomanie. Donc, avant une thérapie, après une thérapie, une transition, une rupture. Donc, on ratisse large. Mais c'est ça, le fait que ce service-là ne soit pas utilisé à 100% tout le temps, bien, ça l'a soulevé des questions à savoir, bon, il y a peut-être un manque là... parce que si on a cette ressource-là, il faudrait qu'on s'en serve. Bien, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que à cause de cette explosion-là, je crois qu'on va repartir sur de nouvelles bases. Exactement. Et peut-être que maintenant, les références au centre vont peut-être être plus efficaces ou on va utiliser mieux ce centre-là. Le fait que c'est pris la place dans les médias va sûrement aider à régler la chose. Et Frédéric, c'est déjà tout le temps qu'on a. On en profite quelques petits instants pour saluer Éric Deschamps, un photographe capchotien qui a remporté un prix Focus du Musée national de la photographie. Et sur ce, chers auditeurs, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre bulletin de nouvelles de la Haute-Gaspésie. Au nom de Frédéric Deroy, mon nom est Dominique Fortier. Bonne semaine.